En ce dernier jour de l'année 2022, en cette Saint-Sylvestre, et comme il est de tradition, je tiens à présenter mes vœux pour l'année nouvelle à toutes les personnes qui portent intérêt à nos analyses, aux analyses de l'UPR. Mes vœux vont donc à tous les Français, bien sûr, vivant en métropole ou vivant outre-mer. Ils vont aussi aux Français vivant à l'étranger. Mais je tiens aussi à adresser mes vœux à tous les étrangers qui vivent à l'étranger et qui s'intéressent, et de plus en plus nombreux eux aussi, à nos analyses. J'en pense que ce soit en Europe, sur le continent américain, sur le continent africain, en Asie ou en Océanie. Quand je dis mes vœux, ce sont les vœux non seulement les miens personnels, mais aussi les vœux des salariés de notre mouvement politique, de nos adhérents et de nos militants. Nous souhaitons que l'année 2023, qui s'annonce malheureusement sous les pires auspices, nous souhaitons qu'elle se passe personnellement pour vous, votre famille, vos proches et tous ceux que vous aimez, qu'elle se passe pour le mieux. Comme il est de tradition, je vais faire un bilan de cette année 2022. Je ne vais essayer de ne pas être trop long. Je retiendrai essentiellement deux événements fondamentaux. Le premier événement concerne la France et la réélection, hélas, d'Emmanuel Macron. Macron a été réélu dans un contexte assez scandaleux, même tout à fait scandaleux, il faut le dire, puisqu'il n'y a pas eu de campagne. On a vu tout au long de l'année 2021 une promotion effrénée d'un candidat, M. Zemmour, qui a bénéficié d'une couverture médiatique absolument ahurissante, allant jusqu'à avoir 14, 15, 20% du temps de parole, avec des sondages qui le donnaient, je le rappelle, au mois d'octobre-novembre, qui le donnaient au deuxième tour et à 45% face à Macron. Et puis en réalité, les mêmes qui avaient promu cette candidature Zemmour semblent d'un seul coup avoir décidé de la mettre au réfrigérateur. Le pourcentage, le temps de parole dont M. Zemmour a bénéficié et également la présentation flatteuse dont il bénéficiait d'un seul coup est tombé, et M. Zemmour est tombé avec, pour terminer avec un score qui est un beau score évidemment pour une première candidature, mais faire 6 à 7% des suffrages lorsque l'on a eu plus de 14 ou 15% du temps de parole, ça n'est pas un record, c'est même plutôt un record vers la baisse. En revanche, M. Macron, lui, a bénéficié de toutes les bonnes fées médiatiques, comme d'habitude. Les médias ont chanté les louanges de M. Macron, mais pas seulement les médias. On peut dire également que l'opposition n'a pas tenu son rôle, puisqu'il y avait 1000 choses à reprocher à Macron, et que ni Mme Le Pen, ni M. Mélenchon, ni la plupart des opposants n'ont pu reprocher à Macron. On a vu quand même un président de la République qui laisse un bilan absolument calamiteux dans tous les domaines, être réélu sans qu'il ait eu à se justifier. Macron ne s'est pas justifié sur l'explosion de la dette publique, qui va atteindre d'ailleurs dans quelques jours sans doute, va dépasser les 3 000 milliards d'euros. Il a fait grimper la dette publique de 500 à 600 milliards d'euros en France à l'occasion de la Covid-19, alors que des pays comme la Suède, qui n'ont absolument pas fait de confinement, qui n'ont fait aucun endettement, ont en fait moins de morts de la Covid que les Français. M. Macron ne s'est pas justifié sur sa politique industrielle, qui est en train de tourner au désastre à cause des sanctions dont je vais parler dans un instant. M. Macron ne s'est pas justifié de ce qui se passe dans les enseignements public de l'éducation nationale, que ce soit les écoles, les lycées, les collèges et les universités, où la situation est catastrophique. Le niveau ne cesse de s'effondrer en français, en mathématiques. Les comparaisons internationales nous montrent maintenant comme le bonnet d'âne de la classe mondiale. Et on a à la tête de ce ministère M. Pape Ndiaye, qui, à l'évidence, est absolument incapable de diriger un pareil ministère et qui n'a pas pris les choses comme il aurait dû les prendre. En tout cas, il n'a pas l'autorité nécessaire pour redresser le ministère de l'Éducation. Ajoutons à cela qu'en matière internationale, en matière étrangère, le bilan de Macron, et là aussi je vais y revenir dans un instant, est une calamité, qu'en matière de défense nationale, notre ministère a saigné aux 80 pour donner du matériel à un pays, l'Ukraine, qui non seulement n'est pas membre de l'Union européenne, n'est pas membre de l'OTAN, mais qui de surcroît
est l'un des pays les plus corrompus du monde, avec des armes qui d'ailleurs se retrouvent maintenant sur ce que l'on appelle le dark web, c'est-à-dire en fait une espèce de marché noir sur Internet, et beaucoup de ces armes risquent de se retrouver dans quelques mois ou dans quelques années chez des groupes terroristes, y compris d'ailleurs en France. Le bilan de Macron en matière de francophonie, en matière de culture, en matière de sauvegarde du patrimoine, en matière d'agriculture, en matière de recherche, en matière d'innovation, est catastrophique. Il n'y a pas un seul champ de l'activité humaine où ce que fait M. Macron s'est révélé positif, même pas en matière d'emploi, puisque je vois qu'il se gargarise d'avoir créé des emplois, c'est totalement faux. On a comptabilisé les gens qui se sont créés comme auto-entrepreneurs comme des créations d'emplois, alors que c'est rien moins que solide. Et puis, M. Macron a demandé à Pôle emploi d'enlever ou de force, de radier des quantités de personnes. On apprend qu'il y a eu 58 000 radiations au mois de novembre 2022 en un seul mois. On n'avait jamais vu ça. Donc en fait, vu la catastrophe ambiante, eh bien M. Macron décide de casser le thermomètre. J'y ajouterai la situation économique générale avec une inflation considérable et qui a maintenant atteint 12 à 15% pour les produits alimentaires, qui est d'ailleurs caché aux Français parce qu'on nous parle d'un fameux bouclier, le bouclier gouvernemental. Je vois que M. Le Maire se targue d'avoir que la France ait le taux d'inflation l'un des plus bas d'Europe. Ça n'est pas faux, mais c'est un taux d'inflation factice, puisqu'en fait ce bouclier tarifaire consiste à ce que l'État s'endette pour payer, pour faire diminuer de façon artificielle le prix d'un certain nombre de produits de nécessité, et tout ceci va se retrouver dans nos impôts et va se retrouver dans notre dette. J'ajoute que les taux d'intérêt se tendent de nouveau, que l'Allemagne ne supporte plus les endettements de la France et de l'Italie. Au total, le bilan est une catastrophe. M. Macron a néanmoins été réélu, puisque justement il n'y a eu personne qui lui a parlé de ce bilan. Il a été réélu avec un score qui est tout sauf prestigieux, puisqu'il a fait 28% des suffrages, mais avec 25% d'abstention, et de telle sorte qu'en fait, il a fait 20,01% tout rond du nombre des électeurs inscrits. Il faut mesurer ce que ça signifie. Il faut mesurer que Macron bénéficiait par ailleurs de l'effondrement des Républicains. Madame Pécresse n'a fait que 4% des suffrages et Madame Hidalgo du Parti socialiste n'a fait que 1,5%. Donc malgré l'effondrement de ces partis, M. Macron n'a réussi à rassembler autour de lui que 20% des électeurs inscrits, ce qui signifie que dans la rue, quand vous croisez les gens dans la rue, il y a 4 personnes en âge de voter. 4 personnes sur 5 qui, au premier tour de l'élection présidentielle, ont refusé d'aller voter pour Macron. Il ne bénéficie donc absolument pas d'un fort soutien populaire, et s'il a été réélu au deuxième tour, c'est parce que nous avons eu le sketch habituel du barrage à l'extrême droite, avec notamment M. Mélenchon apportant un soutien massif à Macron sans même négocier quoi que ce soit en échange pour faire réélire Macron, qui en fait n'est qu'un agent des États-Unis d'Amérique et de l'oligarchie, comme la suite des événements l'a montré. Cette élection en France a une vertu également de révélation. Je pense que de plus en plus de Français commencent à comprendre que les élections sont en fait complètement truquées, biaisées. Elles ne sont pas fair-play. Pour ce qui me concerne, lorsque nous pensions pouvoir obtenir encore les 500 parrainages, nous avons tout fait, je dis bien tout fait, pour essayer d'obtenir des passages dans les grands médias. Nous avions calculé qu'au cours de l'année 2021, j'avais eu 0,01% du temps d'antenne dans les médias français, dans les grands médias suivis par le CSA devenu l'Arcom, alors même qu'à la dernière grande élection nationale, c'est-à-dire les élections européennes de 2019, l'UPR avait obtenu 1,15% des suffrages. C'est-à-dire que si les passages dans les médias étaient proportionnés et proportionnels aux résultats obtenus dans les urnes, nous aurions dû passer 100 fois plus que ce que nous avons, c'est-à-dire, en fait, nous n'avons rien eu.
Le pire de cette situation, je signale au passage que des personnalités comme M. Zemmour auraient dû avoir 0, puisqu'il ne s'était jamais présenté à aucune élection. Lui, il a eu des pourcentages de temps de parole tout à fait considérables, ce qui montre que l'accès aux médias, qui est le sésame pour obtenir des suffrages, est complètement truqué. Nous sommes allés voir le CSA devenu l'Arcom, nous avons montré tous les dossiers, nous avons été reçus par plusieurs responsables, y compris la vice-présidente de l'Arcom. Nous sommes portés devant le Conseil d'État pour porter plainte, en considérant que nous étions victimes de discrimination. Ni le CSA, ni le Conseil d'État n'ont trouvé à redire au fait que nous avions eu 0,01% des suffrages. Alors je voudrais dire ici quelque chose, parce que je vois régulièrement des trolls qui nous brocardent en disant « Mais Asselineau, ce que vous dites, ça n'intéresse personne. Vous avez fait 0,9% des voix en 2017. Allez donc vous coucher. Macron a fait 18 millions de voix en 2022 au deuxième tour. » Je voudrais dire à ces personnes qui disent ça qu'en fait, ils se félicitent de la prison dans laquelle on les a enfermés, et ils ne se rendent pas compte qu'en fait, ils sont comme des dindes fêtant le réveillon de Noël qui arrive. Ils vont être dévorés par le système qui est en train de se mettre en place. Ils réagissent comme si le fait que nous avions eu 0,9 ou 1,15% des suffrages était une marque que nous n'avions pas les bonnes analyses, que nous disions n'importe quoi. Mais non. Le résultat aux élections n'est pas la marque de la fausseté ou de la justesse d'un programme ou d'une analyse. Ça n'est pas une preuve de compétence ou d'incompétence d'un candidat. Non, non. C'est simplement le reflet du lavage de cerveau que l'on a fait subir au peuple français pour tel candidat au détriment de tel autre. C'est un petit peu les gens qui me disent que Macron est le meilleur parce qu'il a été élu, me font penser à des gens qui me diraient que la meilleure voiture du monde, eh bien, c'est la Peugeot 206 parce que c'est la voiture la plus vendue en France, avec, je crois, 3,5% de part de marché, alors qu'une Porsche, eh bien, il y en a que 5000 exemplaires vendus en France. Eh bien, c'est nul parce qu'ils en vendent pas beaucoup. Bon. Non. Le problème qui est celui de la France et des Français, c'est que les Français n'ont pas encore bien compris que non seulement on veut leur imposer un chef d'État, mais on veut également leur imposer une opposition neutralisée. Pour ce qui concerne le chef d'État, on voit déjà se mettre en place, à horizon de 2027, des propos rapportés, des sondages orientés, des couvertures de presse agrémentées, où l'on nous fait comprendre d'ores et déjà que nous aurons le choix entre M. Darmanin, M. Le Maire ou M. Édouard Philippe. Éventuellement, il y a eu une tentative de mettre en avant M. Bayrou, qui pourrait passer un accord avec M. Macron. Ce ne serait d'ailleurs qu'un prêté pour un rendu, puisque je rappelle que M. Bayrou, pendant la campagne présidentielle, s'est autoproclamé comme le grand dispensateur des parrainages manquants aux candidats. Nous avions eu près de 300 parrainages. Nous avons souffert de campagnes de diffamation au niveau local. Nous avons souffert aussi, comme beaucoup d'autres candidats, du fait que beaucoup de maires refusent de parrainer parce qu'ils ne veulent pas voir leur nom publié. Eh bien, malheureusement, vous le savez, j'ai pris contact avec M. Bayrou, qui a donné des parrainages à qui il voulait, notamment à M. Poutou, qui a été candidat, mais moi, je ne les ai pas eus. J'y vois, d'une certaine façon, un hommage du mal au bien, ou un hommage du vice à la vertu. Eh bien, j'ai été le candidat interdit en 2022 pour parler des vrais sujets. Ce que les Français commencent à découvrir donc, c'est qu'on leur a imposé Macron, qu'on est en train de commencer à préparer à leur imposer l'une des personnalités que j'ai citées, mais qu'on leur impose aussi une opposition. Et les Français l'ont compris, notamment au moment des législatives. Alors que le taux d'abstention à la présidentielle avait été de 25%, il a bondi à 53% au moment des législatives, parce que les Français ont compris que l'affaire était pliée, et ils ont compris aussi que les oppositions n'en étaient pas vraiment. Tout le monde a à l'esprit le fait que Mélenchon s'est désisté pour Macron.
Donc il était difficile pour lui, quelques jours après, de brandir l'étendard de la révolte pour celui qu'il venait de faire élire. Madame Le Pen, quant à elle, a réussi ce tour de force d'un deuxième débat de deuxième tour, où elle a été, tout le monde l'a bien vu, extraordinairement falote. Elle n'a pas été capable de poser les bonnes questions à M. Macron. Et donc on a eu le sentiment, beaucoup de Français ont eu le sentiment que tout ça l'affaire était déjà pliée entre eux. C'est d'ailleurs ce qui apparaît au cours de cette année 2022, c'est que la nouvelle Assemblée nationale, en fait, ne s'oppose à rien. On y voit des jeux politiciens absolument sordides, médiocres, minables, concernant la vie privée de M. Quatennens, ou bien la dernière sortie, la dernière élucubration de Mme Sandrine Rousseau, qui plus elle dit de sottises, plus elle a droit à une couverture médiatique pour faire rigoler. Ou bien alors on a un propos malheureux d'un député du Rassemblement national qui est jugé raciste et aussitôt on va en faire un battage pendant des semaines. Mais au même moment, les grands sujets du jour ne sont pas abordés. Et je pense que les historiens, dans un siècle ou dans 2 siècles, quand ils examineront la période que nous vivons, seront extrêmement sévères. Pourquoi extrêmement sévères ? Parce que au même moment où le débat politique en France est minable, absolument minable, et où il n'y a aucune véritable opposition, ce ne sont pas les motions de censure à répétition au fur et à mesure qu'il y a des articles 49.3 et qui le démentiront, puisque tout ça c'est une espèce de jeu de rôle. Il y aurait un moyen très simple de montrer son opposition, c'est si la NUPES plus le Rassemblement national lançait la procédure de destitution de Macron en vertu de l'article 68 de la Constitution. Je l'ai déjà dit maintes fois. Je sais bien que certains me disent « mais cette procédure n'aboutirait pas jusqu'à son terme ». Je leur réplique que c'est la même chose pour les amendements aux projets de loi gouvernementaux. Il n'y en a pratiquement jamais aucun qui est voté. Ça n'empêche pas la NUPES ou le Rassemblement national de présenter des amendements même s'ils ne sont pas votés, pour essayer de faire croire qu'il y a une espèce d'opposition. En attendant, si l'opposition lançait une procédure de destitution de Macron, avec un nombre de motifs considérables pour montrer que son comportement est devenu manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat, pour reprendre l'expression de l'article 68, je pense que ça ferait quand même un coup de tonnerre dans la politique française et internationale. Le grand problème qui est apparu en 2002, c'est celui, évidemment, de l'Ukraine. C'est la question internationale. Et je pense, cette année 2002 va être un tournant dans l'histoire du monde. Que l'on ne se méprenne surtout pas. Il ne s'agit pas d'une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ça n'est pas la Russie qui a envahi l'Ukraine le 24 février. Oui, matériellement, c'est effectivement les troupes russes qui sont intervenues, après avoir envoyé pendant des semaines et des semaines de nombreux signaux, après avoir tiré la sonnette d'alarme pendant des mois et des années sur le respect des accords de Minsk I et de Minsk II qui n'étaient pas respectés et que ni la France ni l'Allemagne, qui étaient garantes de ces accords, ne faisaient respecter. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Ce qui est en train de se passer est un événement d'une importance géopolitique absolument considérable, qui, à mon avis, est au moins aussi importante que la chute du mur de Berlin. Pourquoi ça ? Parce que cette guerre en Ukraine est en train de faire basculer le pouvoir du monde. Une lutte phénoménale s'est maintenant présentée devant les peuples du monde entre Washington, les États-Unis d'Amérique et toutes leurs colonies, puisque nous sommes maintenant un pays colonisé, tous les pays de l'Union européenne ont été des pays asservis et colonisés, comme le sont également l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Corée ou Taïwan. Nous sommes un pays désormais sous direction américaine, et ce groupe de pays est entraîné par les États-Unis vers une guerre contre la Russie dont l'objectif de démanteler la Russie, j'ai eu l'occasion de l'expliquer dans une vidéo au dialogue franco-russe,
Je constate d'ailleurs que 3 mois après, j'ai vu que M. Poutine dit la même chose. Il explique à son tour que les États-Unis d'Amérique veulent dépecer la Russie. Je ne dis pas que je l'ai influencé, mais il a jugé aussi à son tour important de le dire devant l'opinion publique mondiale. Mais au-delà du dépeçage de la Russie, c'est beaucoup plus que ça. C'est la lutte entre la volonté de dirigeants d'avoir un monde unipolaire, un nouvel ordre mondial, comme ils disent, dirigé par une entité absolument tyrannique. C'est le projet du nouvel ordre mondial défendu par Davos et par le fameux Klaus Schwab. C'est ce projet où une oligarchie, où des entreprises privées, où des Pfizer, des Bill Gates, des Klaus Schwab veulent imposer à l'ensemble du monde une même politique pour transformer en fait les êtres humains en robots, en machines consommantes, y compris avec des actions de transhumanisme, parce que nous y sommes. Il est déjà question de faire des implants à l'intérieur du cerveau. Et de l'autre côté, c'est l'ensemble des pays du monde qui refusent cet ordre-là et qui veulent en rester à l'ordre mondial apparu à partir du XVIIe siècle, et notamment des traités de Westphalie clôturant la guerre de 30 ans en 1648, c'est-à-dire avec le concert des nations. Ça n'est pas seulement donc les États-Unis et l'OTAN qui attaquent la Russie depuis 1991 pour essayer de lui retirer peu à peu tout son glacis géopolitique. Les États-Unis veulent pas seulement dépecer la Russie, ils veulent également s'attaquer à la Chine, ils veulent également imposer leur ordre planétaire. Et c'est de cela qu'il s'agit. J'avoue que je suis effondré de constater que, en France, ce débat prodigieux n'a pas lieu dans les grands médias. Il se réfugie sur Internet. Les médias sont devenus complètement à la solde des États-Unis d'Amérique et de la vision géopolitique américaine. Et lorsque je vois des trolls sur Internet venir nous traiter, nous, de collabos, tout simplement parce que nous refusons de nous plier à l'oncle Sam, ils ne savent pas ce que c'est qu'un collabo. Nous ne sommes pas en faveur de la Russie, nous sommes en faveur d'un ordre planétaire juste où toutes les nations peuvent continuer d'exister, et il se trouve qu'actuellement la Russie et la Chine, quelles que soient les qualités et les défauts de leur régime politique, sont ceux qui résistent à cette volonté d'écrasement de toutes les nations sous un pouvoir planétaire qui serait du George Orwell à la puissance 1000. Il y a donc un débat d'une prodigieux, peut-être le plus important de l'histoire de l'humanité. Et au cours de cette année 2022, progressivement, je pense que les gens commencent à le réaliser. Je ne veux pas donner dans le millénarisme, mais si vous relisez l'Apocalypse de Jean dans le Nouveau Testament, nous sommes dans des temps peut-être apocalyptiques. D'ailleurs, Macron lui-même a dit « la bête arrive », la bête c'est la bête de l'Apocalypse. Et je voudrais dire ici que l'Apocalypse, il faut bien comprendre ce que ça signifie. En grec, le A c'est un adjectif privatif, et calypsos c'est ce qui est caché, c'est ce qui est secret, caché, comme la nymphe Calypso dans l'Odyssée. L'Apocalypse, ça veut dire on retire ce qui est caché. C'est une apparition, une révélation. Et les temps d'aujourd'hui sont apocalyptiques, non pas dans le sens commun d'un désastre général, mais dans un sens à la fois religieux et philosophique, qui est celui de la révélation des grands enjeux de l'humanité. Les grands enjeux de l'humanité, c'est ceux-là. Et vous le savez, dans l'Apocalypse de Jean, il y a la Vierge, une femme plus exactement, qui apparaît avec 12 étoiles d'or. 12 étoiles, comme d'ailleurs le drapeau marial de l'Union européenne, ce drapeau crypto-religieux dont on cache l'origine mariale aux populations. Ce qui est intéressant de constater, c'est que l'année 2022 commence à être la révélation pour de plus en plus de Français de ce qu'est au fond la construction européenne. J'en parle en connaissance de cause. Ça va faire, le 25 mars prochain, ça fera 16 ans, 16 années de ma vie que j'ai donné
sans rien obtenir en retour, si ce n'est une satisfaction de voir beaucoup de gens nous rejoindre, mais aussi des critiques, des diffamations, des attaques insensées, des ordures qui ont été déversées sur moi. Mais petit à petit, ce que j'observe, c'est que de plus en plus de gens commencent à réaliser ce qui se passe. Les grands narratifs sur la construction européenne s'effondrent sous nos yeux depuis quelques mois. Les Français, comme tous les peuples d'Europe, étaient convaincus que l'Europe, c'est la paix. Non, les Français découvrent que la construction européenne nous entraîne à une guerre terrible vers la Russie pour soutenir un régime néo-nazi qui a fêté il y a quelques jours, à l'occasion du solstice d'hiver, des fêtes païennes qui avaient été remises au goût du jour par Heinrich Himmler. Non, l'Europe, ça n'est pas la paix. L'Europe nous pousse à donner de plus en plus d'armements et financer des armes pour les donner à cette opération de l'OTAN qui vise en fait à attaquer la Russie. On nous a dit aussi beaucoup que l'Europe, c'était la démocratie, les libertés. Les Français ont découvert, notamment à l'occasion des confinements, à l'occasion de la vaccination obligatoire, à l'occasion de la corruption généralisée qui existe à la Commission européenne ou au Parlement. Le scandale vient d'éclater au Parlement avec une vice-présidente du Parlement européen qui est quand même sous les verrous depuis maintenant plusieurs semaines. On voit bien que l'argent a percolé à l'intérieur de toutes les institutions européennes et pour en fait vicier le consentement des peuples. On voit bien également que la Commission européenne et les institutions européennes ne cessent que de promouvoir et de pousser des mesures de plus en plus liberticides, sans compter qu'elles vident de sens les élections nationales, puisque, je l'ai déjà dit 100 fois depuis 16 ans, ce sont désormais les grandes orientations des politiques économiques imposées par la Commission européenne sous le poids des lobbies qui s'imposent. La réforme des retraites que M. Macron veut nous imposer n'est absolument justifiée par aucune contrainte financière particulière, puisqu'on va avoir un déficit pendant quelques années, mais ensuite les régimes reviennent en suréquilibre. Non, si M. Macron veut nous imposer cette réforme des retraites, c'est parce que BlackRock, le plus grand fonds d'investissement américain, fait son lobbying à Bruxelles pour qu'il en soit ainsi, pour mettre la main sur les retraites des Français. On ne nous a pas seulement dit que l'Europe c'était la paix, ni que l'Europe c'était la démocratie et la liberté. On nous avait dit que l'Europe c'était le développement, l'économie, le bien-être. Là aussi, les Français d'un seul coup découvrent que nous sommes en train de plonger vers l'abîme. La misère se répand partout, l'inflation galope. Les Français de la classe moyenne ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. Et les Français qui autrefois étaient modestes, voire pauvres, maintenant versent dans l'indigence ou dans la misère. L'explosion du vol à l'étalage au cours des derniers mois a atteint plus 17%. Les propriétaires, les gérants de magasins constatent d'un air désolé qu'ils voient des personnes âgées qui en sont à voler un paquet de beurre parce qu'ils n'ont plus les moyens de l'acheter. Voilà ce que nous donne la construction européenne. Et pourquoi cela ? Parce que pour se plier aux objectifs géopolitiques américains, nous avons pris une série de mesures de sanctions contre la Russie qui se retournent d'une façon grotesque contre les intérêts des pays européens, à commencer par la France. La France, grâce à Charles de Gaulle, à l'action poursuivie ensuite par Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing, avait bâti le plus grand système électronucléaire au monde qui assurait au peuple français une électricité constante, bon marché, disponible à tout instant et indépendante. Que rêver de mieux ? On exportait même notre électricité. Maintenant, à la fois sous la pression des Allemands qui ont tout fait pour torpiller notre système électronucléaire avec l'Alliance, avec la Commission européenne, mais aussi avec les sanctions que nous avons prises contre la Russie, qui fait que nous n'avons plus maintenant d'hydrocarbures venant de Russie, vous le savez, tous les jours nous apprenons que le prix de l'énergie est en train de connaître une hausse fabuleuse, ce qui va provoquer des dizaines de milliers de faillites, notamment chez les artisans. On pense notamment aux boulangeries, pâtisseries, mais pas seulement. On pense également à beaucoup d'entreprises
petite, moyenne ou même grande, mais c'est également ce même phénomène qui pousse les services d'urgence à vivre dans le froid, des écoles ou des lycées où les élèves sont obligés de travailler par 5 ou 10 degrés, où on voit également des conseils généraux qui maintenant, ou des conseils municipaux qui se réunissent à la bougie, et le pire est à venir. Au total, on retiendra de cette période que ces débats fondamentaux n'ont pas lieu au Parlement français, que l'opposition ne s'oppose pas. Et je voudrais dire ici qu'un certain nombre de personnes croient voter pour M. Mélenchon, pour Mme Le Pen, comme votant pour des opposants. Je pense notamment aux personnes qui votent pour Mme Le Pen en pensant qu'elle saura s'opposer. Je leur dis à toutes et à tous, ne soyez pas victimes des beaux parleurs. Ils vous ont fait tant de mal depuis tant de temps. Ne croyez pas les beaux parleurs. Ne croyez pas les promesses. Vérifiez les résultats. Ce que je dis depuis plus de 15 ans ne cesse d'être vérifié. Je dis depuis 15 ans que tout responsable politique qui vous promet de tout changer, que ce soit en matière économique, sociale, migratoire, industrielle, agricole, etc., tout en restant dans l'Union européenne, dans l'euro et dans l'OTAN, toute personne qui vous dit ça est un menteur. Madame Le Pen, Monsieur Bardella vous mentent. Monsieur Mélenchon vous ment. Monsieur Fabien Roussel vous ment. Monsieur Zemmour vous ment. Monsieur Ciotti vous ment. Ils vous mentent comme ont menti d'ailleurs toutes les personnes qui sont arrivées au pouvoir dans les pays où des oppositions, paraît-il, extrémistes sont arrivées au cours des dernières années. Dois-je rappeler que des Grecs croyaient dur comme fer que Tsipras d'extrême gauche allait tout changer? Oui, sauf que Tsipras avait promis de rester dans l'Union européenne, dans l'euro et dans l'OTAN. Non seulement il n'a rien changé, mais il a détruit le niveau de vie des Grecs, détruit le niveau de vie des retraités, vendu au privé des quantités de biens du patrimoine public grec. De telle sorte qu'aujourd'hui, les Grecs sont plus bas encore qu'au moment de la crise de la dette et ne veulent plus entendre parler plus jamais de M. Tsipras. Il y a eu M. Sebastian Kurz aussi qui devait tout changer en Autriche. Lui s'était qualifié d'extrême droite. Il n'a rien changé, il a appliqué une fois arrivé au pouvoir les injonctions de la Commission européenne, de l'euro et de l'OTAN. M. Salvini en Italie est arrivé au pouvoir il y a quelques années, il y a 4-5 ans. Lui aussi devait tout changer, on allait voir ce qu'on allait voir. Il ne s'est rien passé à part quelques rodomontades de la commedia dell'arte à l'italienne. Et Madame Meloni, il y a quelques semaines encore, elle était présentée en France, du côté gauche, comme une espèce de Mussolini en jupon. L'Humanité titrait « Le fascisme aux portes du pouvoir à Rome ». La NUPES poussait des cris d'orfraie en disant « C'est l'extrême droite et le fascisme qui arrivent ». Et puis du côté droit, vous aviez Madame Le Pen, M. Bardella, M. Dupont-Aignan, M. Zemmour, M. Ciotti, et qui disaient « Bravo, Madame Meloni, enfin une femme de tête, enfin elle va pouvoir affirmer le pouvoir des nations, elle va montrer qu'on peut rester dans l'Union européenne en gardant sa souveraineté ». On apprend quoi? On a appris le 28 décembre, avant-hier, on a appris que le gouvernement italien avait accepté cette pantalonnade, qui est ces norias de passeurs, de clandestins organisés par l'association SOS Méditerranée, financée notamment par Soros, et que cette association SOS Méditerranée, qui est également financée par des collectivités publiques en France et en Italie, fait son travail de passeur de clandestins. Madame Meloni, après avoir promis, juré le contraire, en fait, a accepté que ce système continue et elle a accepté 150 nouveaux migrants en Italie. C'est donc quelque chose qu'il est fondamental que vous compreniez. Et pour 2023, si j'ai un seul souhait à formuler, c'est que mes compatriotes commencent à regarder la réalité en face, commencent à admettre, même si
même si c'est désagréable de le reconnaître, que j'ai raison. Que lorsque je vous dis que vous avez des faux opposants, j'ai raison. Est-ce qu'il va falloir attendre que Mme Le Pen, M. Bardella ou M. Mélenchon arrivent un jour au pouvoir pour que, au bout de 3 mois, les Français se disent « Mince alors, ils nous ont trahis eux aussi ». Je demande à toutes celles et tous ceux qui m'écoutent de bien vouloir admettre que je ne suis pas là pour moi. Si j'avais visé mon intérêt personnel depuis plus de 15 ans, il y a belle lurette que j'aurais tout laissé tomber. D'ailleurs, je ne me serais pas aventuré en politique, où je n'étais sans doute pas fait pour faire de la politique, en tout cas pas de la politique politicienne. Si j'ai fait ça, c'est parce que, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est parce que je me suis battu et je me bats toujours, par fidélité à mon pays, par fidélité aux générations qui l'ont faite, par fidélité aussi à des personnes de ma famille que j'ai aimées étant petit. J'ai encore eu d'ailleurs un décès dans ma famille récemment avec ma mère qui est décédée il y a quelques semaines. C'est pour toutes ces personnes-là que je fais ce que je fais. Et j'espère que beaucoup d'entre vous, au moment où ils se rapprochent de l'âge adulte, puis de l'âge mûr, puis de la retraite, se rendent compte que notre pays est en train d'être désintégré et se rendent compte que les partis politiques qu'on leur présente dans les médias sont des partis inoffensifs. Si Mme Le Pen, si M. Mélenchon, si M. Zemmour, si M. Ciotti, si Mme Sandrine Rousseau plastronnent dans les médias, c'est parce qu'ils ne sont pas dangereux pour le système. Charles de Gaulle avait une formule formidable. Il avait dit, dans l'un de ses discours, je crois à l'Albert Hall, en 1942, qu'il fallait nommer l'ennemi. Nommer l'ennemi. Nous avons une classe politique en France qui ne nomme pas l'ennemi, qui ne nomme pas ce qui est en train de détruire le pays de Vercingétorix, de Clovis, le pays de Jeanne d'Arc, de Louis XIV, de Louis XVI, de la Révolution, de Clémenceau, de la Commune, de Charles de Gaulle. Il y a une force qui est en train de détruire. Cette force, c'est l'Union européenne qui n'est jamais que le bras armé des États-Unis d'Amérique. Et tant que les dirigeants français n'oseront pas le dire au peuple français, n'oseront pas dire que c'est ça qui est en train de se passer, n'oseront pas dire que la CIA a investi tous les lieux de pouvoir et de très nombreux journaux et médias en France, nous allons continuer à couler jusqu'à la destruction finale. Elon Musk, qui a racheté Twitter, fait l'objet de campagnes de calomnie épouvantables en ce moment dans les médias, notamment dans tous les médias mainstream, parce que les services de l'État profond américain, la CIA, la NSA, le FBI, etc., les 14 agences de ce que l'on appelle la communauté du renseignement aux États-Unis, a pris peur et prend peur de voir que Elon Musk est en train peut-être de donner la parole à ceux qui ont été évincés. La France n'est plus la France. Et toutes les personnes qui me connaissent et qui ont connu la France peuvent l'en témoigner. Nous sommes devenus un pays sous une dictature sourde. Il y a toute une série de choses que l'on n'a pas le droit de dire. On nous impose des politiques venues d'outre-Atlantique qui révoltent au plus profond d'eux-mêmes tout ce qu'a été le peuple français. La woke culture, par exemple, mais pas seulement. La remise en cause de toutes nos traditions, la remise en cause tout simplement du bon sens. Tout est fait pour que nous nous plions à une doxa, une doctrine imposée, et je suis au regret de constater que Mme Le Pen, M. Zemmour contribuent à cette emprise des États-Unis d'Amérique sur la France. Il n'y a que M. Mélenchon qui, une fois ou deux, a évoqué la CIA, pour bien entendu aussitôt se faire
taper sur les doigts, comme on m'avait tapé sur les doigts en 2017, lors de la campagne présidentielle, lorsque Gilles Boulot sur TF1 s'était moqué de moi devant 8 millions de téléspectateurs en disant « Monsieur Asselineau, vous nous dites que la CIA est à l'origine de la construction européenne », pour me faire passer pour un hurluberlu. Oui, j'avais répondu et j'avais sorti d'ailleurs devant Monsieur Boulot l'article du magazine Historia, plus exactement la couverture, qui titrait justement la CIA, qui avait été à l'origine de la construction européenne. Aussitôt, ça avait été panique sur le plateau de TF1. Et aussitôt, dans les secondes dans les minutes qui avaient suivi, parce que j'avais invité les millions de téléspectateurs à aller se renseigner pour voir sur le site même d'Historia si ce que je disais était vrai ou faux, dans la demi-heure qui avait suivi, le magazine Historia avait déréférencé son magazine. Il a été remis en ligne il y a quelques mois, mais plusieurs années après. Voilà à quoi nous avons affaire. Vous avez donc deux façons de regarder la politique en face. La première façon, c'est de vous laisser imposer les partis prétendus d'opposition, mais qui ont démontré patte blanche. Si Mme Le Pen demain arrivait au pouvoir, elle ferait exactement la même politique que Mme Meloni. Elle suivrait les instructions de la Banque centrale européenne. Il y aurait ici ou là une petite rodomontade pour faire croire qu'il y a de la démocratie, mais non, elle ne changerait rien. Et puis il y a l'autre façon. Si vous êtes convaincu comme moi, et je pèse mes mots, que la France est désormais en péril de mort. En péril de mort. À ce moment-là, vous devez dire « ça va. Maintenant, j'ai compris la personne à qui je dois faire confiance. Le mouvement politique à qui je peux faire confiance, c'est Asselineau et l'UPR parce que ce parti politique qui triomphe sur Internet. Nous avons des vidéos. J'ai fait une vidéo sur UPR TV qui a dépassé 1 300 000 vues sur le conflit en Ukraine. Nous en sommes maintenant à 76 millions de vues sur le simple vecteur YouTube. Et 0 seconde sur les médias. Dans n'importe quel pays du monde, il y aurait des reportages sur une telle disproportion. Que ne diraient pas les médias français si c'était en Russie que l'on constatait qu'un parti politique qui fait 1,15% des suffrages et qui fait 76 millions de vues sur YouTube a 0 seconde sur toutes les chaînes de télévision et de radio de Russie. Si donc vous êtes convaincu de ça, et c'est le seul vœu finalement que je fais pour 2023, il faut que vous commenciez à comprendre que la clé de la résurrection de la France, c'est vous qui la possédez. C'est pas moi, c'est personne, c'est vous. Si vous continuez à rester fidèle aux opposants qui vous sont présentés par le système, tout continuera jusqu'à la destruction finale. Si vous comprenez ce qui se passe, si vous comprenez que ce qu'il faut maintenant, c'est pour de bon se révolter contre cet ordre mondial qui nous est imposé par l'État profond venu de Washington, alors il faut nommer l'ennemi. Je terminerai d'ailleurs là-dessus. Je vous suggère de méditer cette phrase fantastique de Henry Kissinger, l'ancien secrétaire d'État américain de Richard Nixon, qui avait dit un jour « Être ennemi de l'Amérique peut être dangereux, mais être son ami est fatal. » C'est exactement ce qui est en train d'arriver à la France. Macron, qui a toutes les apparences d'un agent américain, qui détruit la France dans tous les domaines pour porter le trophée aux États-Unis d'Amérique, Macron se fait recevoir comme un domestique à qui on remet une médaille du travail. Macron est en train de transformer la France en un désastre national pour le plus grand profit, non pas de Poutine, non pas de Xi Jinping, pour le plus grand profit de Washington. Et l'Union européenne dans son ensemble, avec les sanctions prises contre la Russie, est en train de s'effondrer dans cette direction. Je forme le vœu pour 2023 que, comme on dit dans les évangiles, les écailles vous tombent des yeux
et que vous reconnaissiez enfin ce qu'il faut faire pour redresser la France. Vive la République, vive la France, et tous mes vœux, si tant est que c'est possible à réaliser, tous mes vœux de bonheur et de réussite personnelle pour vous, pour votre famille, pour votre conjoint, vos enfants, vos ascendants, vos amis, vos voisins et tous ceux qui vous sont chers.